Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Hello. Oh, nous y sommes. Bonjour à tous et à toutes. Bravo pour avoir survécu à un samedi après-midi au Salon du Livre. Je m'appelle Sylvain Neuvel, je suis auteur de quelques ouvrages de science-fiction, certains plus sombres que d'autres. Et j'ai l'immense plaisir d'animer Sombre genre. Il y a un point d'interrogation, j'imagine qu'il fallait le dire avec un ton un peu lugubre. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir trois autrices et auteurs extraordinaires que je vous présente à l'instant. Elle a reçu plusieurs nominations pour les prix Aurora. Elle a gagné le prix Solaris Boréal et 7e continent. Elle crée dans ses romans des mondes mystérieux où sexualité et fantastique se côtoient. 20 ans après son premier roman, L'Ange écarlate, elle revient dans le même univers avec Les Perles noires qui vient de sortir en septembre chez À lire. Bonjour, Natacha Beaulieu. Bonjour. Une petite main d'applaudissement, s'il vous plaît. On applaudit. Elle a vécu partout, à Victoria, Ottawa, Seattle, Marrakech, Tokyo et bien sûr Montréal. Elle a publié son premier roman à l'âge de 17 ans parce que elle nous présente son 5e Ocre rouge, un polar littéraire qui fait fort, qui est aussi la suite d'Élisabethville, encensée par la critique en 2021. Marie-Françoise Taggart. Bonjour. Et méfiez-vous de notre troisième invité, il entre dans vos maisons par la télévision. On le connaît bien sûr pour ses talents d'animateur. Il a remporté 8 Gémeaux. Bien, mais là, ça fait bizarre. Non, je pense qu'on est au-dessus de 30. Oh my God! Ouais, Ouais. au-dessus de 30. C'est aussi un fan fini d'horreur. Il a d'ailleurs réalisé la web-série Terreur 404 sur Ici Tout TV, qui elle aussi s'est mérité un char de prix dans les festivals. Il vient presque tout juste de sortir son premier roman. Ils vont finir par t'avoir. Sébastien Diaz. Bonsoir. Bonjour. En tout cas, tout ça. Je vais vous faire travailler un peu avant qu'on parle de sombres choses. Présentez-nous votre dernier ouvrage dans vos mots, dans l'ordre que vous voulez. Qui commence? Moi? Oh mon Dieu. Bonjour. Approchez-vous en passant si vous voulez prendre une petite pause. Parce que dans ce coin-là, c'est très intense. On va parler de trucs d'horreur. C'est un peu de l'horreur par là, tellement il y a de monde. Fait que si vous voulez prendre une petite pause pour vos pattes. Oui, moi, c'est sorti au mois d'avril. C'est ça. Ils finiront bien par t'avoir. Et c'est un roman sur la fin du monde, mais qui s'amorce au Québec. Fait qu'en gros, c'est une femme qui est disparue depuis des mois, comme ça, qui revient. Tout le monde, on l'avait même enterrée, là. C'était fait, c'était chose faite. Elle est disparue, elle est morte. Et elle revient. Mais on dirait, est-ce qu'elle est sortie de terre? On ne sait pas trop. Elle a l'air de quelqu'un qu'on vient de déterrer. Et tout ce qu'elle raconte dans un petit restaurant aux gens, c'est « Moi, j'ai vu ce qui s'en vient, je vais vous raconter la fin de tout. » Et donc, chaque chapitre est un mois dans l'année qui s'en vient, donc un mois avant la fin du monde. Et les gens commencent à disparaître dans les quartiers. On commence à retrouver des inscriptions un peu étranges dans les sous-sols, dans les cours, sur les murs. Et donc, c'est comme un avertissement et on comprend que la fin s'en vient. C'est comme le karma. Karma is a bitch, là. Fait qu'on comprend que l'être humain a été vilain, en fait, depuis quelques millénaires et que là, ben, c'est assez à un moment donné et on s'en va vers la fin. Fait que c'est un peu ça, mon truc. Moi, j'ai adoré. Merci. La structure est super intéressante aussi. Là, chaque chapitre est une histoire qui se tient plus ou moins par elle-même, mais qui, ensemble, forme un plus grand tout. Exact. C'est comme tout du monde qui se connaissent, mais pas. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Ça se mange comme un sac de chips, là. C'est difficile d'arrêter. Merci. Je vais enchaîner parce que moi, j'ai écrit une trilogie, puis dans la fin de la trilogie, ben c'était l'Apocalypse. Et puis, j'ai fait une suite. Fait que ça a l'air un peu bizarre de dire c'est quoi la suite de l'Apocalypse, mais en réalité, il y a une petite twist, là. Mais l'histoire des Perles noires, en fait, c'est je reprends des personnages
bon, là, je vends un punch, qui ont survécu à l'Apocalypse, mais vous l'avez compris. Et puis, eux autres, ils sont connectés avec des gens qui s'y habitent dans un autre univers, puis ils cherchent un moyen de reconnecter avec cet univers-là, puis par toutes sortes de moyens. Je résume pas très bien, là, mais c'est un peu ça. C'est mieux que ce que moi, j'aurais fait. Marie-Françoise. Oui, alors, bon, moi aussi, c'est une trilogie, mais c'est le deuxième de la trilogie. La trilogie n'est pas encore terminée. Mais donc, Ocre Rouge, ça se passe dans l'Ouest canadien. Et c'est centré sur le personnage de Joyce Bell, qui est une sergente détective. Mais elle-même, elle est d'origine Songhi, des Premières Nations. Et puis, en fait, elle n'est pas sûre de son origine. Elle aurait été adoptée par des Songhi, mais elle ne sait pas trop. Mais elle se met en tête de retrouver des femmes disparues. Et il y a beaucoup de femmes de Premières Nations qui sont disparues. Et donc, elle en retrouve certaines. Et elle se met à dos certaines personnes, entre autres du crime organisé et autres. Et donc, c'est toute son aventure. En même temps, il y a un peintre qui peint des œuvres aussi de Premières Nations, mais très étranges, un peu ensorcelantes. Et il y a une raison pour laquelle ces œuvres sont très étranges. Et donc, c'est ça. c'est un peu ça, finalement. Entrons dans le dark du sujet. Je commence avec toi, Sébastien. Les deux autres romans seraient pour moi un peu plus difficiles à mettre dans une catégorie. Le tien est indéniablement un roman d'horreur. Je pense que oui. Il y a deux choses qui m'ont tout de suite frappé quand je l'ai lu. D'abord, c'est que tu as eu un fun noir à écrire ça. Ça se Incroyable. Oui, vraiment, j'ai tellement eu de fun. Puis c'est drôle parce que j'ai beaucoup des caméos. Oui, j'appelle ça des caméos de mes voisins. Ça se passe beaucoup dans mon quartier d'enfance à Saint-Hubert, sur la rive sud. Ça se passe aussi un chalet qu'on loue souvent dans les cantons de l'Est. Fait que il y a comme des caméos de toutes les vraies personnes qui meurent toutes. Et le dernier à qui j'ai dédicacé, c'est mon voisin Jacques, à Saint-Hubert, que je salue, qui n'est pas là. Mais Jacques, l'autre fois, est venu me faire dédicacer. Il dit, bon, puis que... Je dis, Jacques, je veux pas te faire peur, mais tu meurs le premier dans le dernier chapitre. Fait que Jacques et Marie, mes voisins, meurent. Mais bref, j'ai eu bien du fun à jouer avec ça. Puis la scène finale se passe même dans le parking de mon école secondaire. Fait que là, j'ai des anciens collègues d'école qui m'écrivent, « Hey, mais voyons, c'est notre école! » Puis ça finit donc bien mal. Mais fait que le fun, c'est de planter ça. Tu sais, en hip-hop, on dit toujours on represent. Là. Je trouvais ça le fun d'ancrer ça dans du vrai. Fait que les lieux sont vrais, c'est des endroits qu'on connaît. J'ai pas inventé une place imaginaire. Il y a même un chapitre au complet qui se passe au Mexique. Il y a une histoire de sorcière dans un quartier, mais c'est chez ma grand-mère, en fait, au Mexique, parce que mon père est mexicain. Fait que tout le quartier, c'est chez mon père où il a grandi puis où on allait se faire garder quand on était petit. T'sais. Fait que j'ai vraiment pris des trucs de... Ma blonde a dit, c'est comme ton autobiographie, mais tout le monde meurt. Fait que c'est ma vie, mais tout le monde meurt. On n'a pas vécu tant qu'on n'a pas éviscéré ses voisins. Exactement, surtout ses voisins d'enfance. Ben oui, Jacques, il le méritait peut-être, je sais pas. L'autre chose qui est évidente, c'est le respect que tu as pour les gens qui ont fait ça avant toi. On sent l'hommage par endroits, mais surtout une connaissance de ce milieu-là. Qu'est-ce qui t'attire dans l'horreur qu'on ne trouve pas ailleurs? C'est une bonne question. Mais je trouve toujours, en tout cas, tu sais, ici, il y en a beaucoup là, du drame. On peut acheter du drame, de la comédie, il y a tout ça. Mais je trouve que de l'horreur, c'est un genre très difficile. C'est-à-dire qu'il faut l'écrire aussi sérieusement qu'un autre genre. Sauf que tu écris souvent sur des affaires qui ne se peuvent pas. Fait que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais si tu écris sur une autre dimension, il faut que toi, dans ton livre, ça se puisse. Fait qu'il faut quand même que l'architecture de tout ça se puisse, tu sais. Fait qu'il y a comme un grand degré d'invention, en fait, qui, je pense, n'existe pas dans les autres genres. C'est ça que j'aime beaucoup, tu sais. Même chose en cinéma d'horreur, même chose en... Tu sais, il y a quelque chose dans la recherche d'atmosphère. Il y a comme des couches, je trouve, de plus. On n'est pas dans le réel. On part du réel, mais on le fait tomber dans le dallo à un moment donné, tu sais. Puis là, c'est à partir de là que la vraie invention commence. Puis moi, je trouve que ça revient à l'enfance. Je trouve que les premières émotions dans une vie ou les premières affaires, tu sais, les premiers sentiments, c'est tu ris, t'as peur. C'est quelque chose de très fondamental, avoir peur. Fait que pour moi, c'est de revenir à quand j'étais petit, on se louait des VHS, puis on allait dans le sous-sol, on fermait les lumières avec des flashlights. C'est un peu ça. Fait que j'ai l'impression que ça me garde un pied dans l'enfance, moi, l'horreur. Quelque chose de très fondamental. Nous, on fermait les breakers pendant... Oui, moi, j'aime ça, fermer les breakers puis faire un saut à quelqu'un, tu sais. Mais j'aime ça. Ça me sort de mon quotidien, moi. J'ai une question pour toi.
qu'est-ce que ça te fait de prendre des personnages ou des personnages, des personnes, des lieux qui sont proches de toi, de gens que tu connais, et de les virer un peu vers le sombre ou à l'horreur dans l'écriture? Qu'est-ce que ça te fait de faire? Moi, j'adore ça, tu sais, puis c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, je suis pas capable, les films d'horreur ou les romans d'horreur, parce que notre quotidien, l'actualité est tellement... » Mais pour moi, ça me fait complètement décrocher. Parce que si je vais pas me taper un drame après une soirée où il y a eu quelque chose d'effrayant dans les nouvelles, parce que je reste dans le quotidien. Tandis que là, je prends mon quotidien, mais je le mets un petit peu, il est un peu oblique, tu sais, il y a quelque chose d'un peu... Fait que... Puis moi, j'essaie de rester quand même près du quotidien. En tout cas, moi, c'est le genre d'histoire qui me parle beaucoup, même dans les films d'horreur que j'aime. Toujours quelque chose où on est dans le quotidien, mais un petit peu... Tu sais, Edgar Allan Poe faisait ça. On est toujours un petit peu un pied dans la folie, tu sais. Maupassant faisait ça aussi. Fait qu'on se demande toujours, même comme lecteur, est-ce que le héros est encore dans le quotidien? Est-ce qu'on vient de basculer dans une folie? Fait que j'aime quand c'est pas clair encore. La ligne est mince, tu sais. On avait prédit d'ailleurs la fin, du moins temporaire, là, de tout ce qui est dark, apocalyptique, horreur, whatever, au début de la pandémie. Puis on a eu droit à probablement parmi les meilleurs films de l'histoire en horreur pendant ces dernières années. Je pense que le genre qu'on fait, en tout cas, est un bon... c'est comme un bon crachoir. Tu sais. C'est toujours très collé sur l'air du temps. Tu sais, dans les années 70, c'était beaucoup... Tu sais, les films se passaient... C'était la guerre du Vietnam qu'on voyait à la télé. Fait que je pense que c'est ça qu'on exorcisait. Les années 50, c'était la guerre froide. Fait qu'il y avait des mutants partout. Là, je pense qu'on est dans la peur du plus grand que nous. Tu sais, je pense que c'est un peu ça. L'apocalypse, c'est un peu la pandémie. C'est un peu des trucs qu'on peut pas du tout contrôler. Tu sais. Marie-Françoise, si lui passe ses voisins dans la souffleuse à neige, tu n'es pas particulièrement gentil avec tes personnages. De vos 3 romans, le tien, c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile à lire. Ça fesse fort, là, la détresse, la souffrance des personnages que vit la petite Ophélie, entre autres, c'est assez épouvantable. Pourquoi tu sentais le besoin de frapper aussi fort? Ça fait mal à lire par bout, là. Des fois, la réalité dépasse la fiction quand on voit ce qui se passe dans la réalité. Mais ce que je trouve intéressant d'écrire à propos de choses sombres, mais dans une structure policière, ce qui arrive, c'est que, comme tu dis, tu l'exorcises un peu, mais donc, le sujet est très sombre, mais dans la structure policière, il y a une réponse à la fin. Il y a un début, un milieu, une fin. On arrive quelque part. Et on sait qu'est-ce qui se passe à la fin. Donc, dans l'intérêt de lire une histoire qui contient peut-être des choses un peu sombres, il y a le fait qu'à la fin, on sait qu'est-ce qui va se passer. On sait qu'est-ce qui va se passer avec les méchants, avec les gentils, ou même s'il n'y a pas de gentils, de méchants, on sait comment ça se termine. Et donc, il y a une satisfaction de savoir comment ça se termine à la fin, qui est importante, je pense, dans ce genre-là. Donc, tu me dis que je suis pas très gentille avec les personnages. Je te posais la question justement parce que d'écrire sur des personnages, au début, on a comme une relation avec eux. Alors, quand on part au début de personnes qui nous ont inspirés, à la fin, c'est plus du tout les mêmes personnes. C'est plus du tout ça. C'est que les personnages sont complètement changés et ils ont pris leur propre vie. Mais c'est ça. Il y a quelque chose de rassurant, je pense, pour le lecteur dans le roman policier, parce qu'il y a un genre de pacte qu'on fait au début. Si tu restes jusqu'à la fin, on va régler des affaires. Oui, alors qu'on est dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas rassurantes. On vit dans un monde où il y a beaucoup de questions sans réponse, il y a beaucoup d'inquiétude, peut-être. On peut avoir un peu d'anxiété aussi avec tout ce qui se passe. Mais quand on lit une histoire, il y a des choses inquiétantes dans l'histoire, mais elles sont résolues à la fin. On a des réponses, on sait qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose d'un peu rassurant là-dedans. Comme un tour de manège. En fait, tu sais qu'à la fin, il va s'arrêter, puis t'es attaché, puis tu vas débarquer du manège. Oui. Natacha, ton roman, c'est une toute autre sorte de dark, à mon avis. C'est sombre, il y a noir dans le titre, la couverture est noire, il y a plein d'affaires noires pour vrai à l'intérieur du roman. Mais j'ai trouvé ça dark comme un bar underground dans lequel on rentre par la ruelle, mettons. Très belle description. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir créer ce genre d'univers mystérieux et sombre? Bien, ce qui m'intéresse, c'est le côté dark chez les humains. OK? Je pense que
en nous-mêmes, on a toutes... c'est très rare dans la vie qu'on ne va pas rencontrer quelqu'un qui a vécu une expérience très intense, très douloureuse ou un traumatisme souvent qui arrive dans l'enfance ou au cours de notre vie. Et puis, c'est ça qui m'intéresse. Mon rôle, j'ai l'impression que en prenant des personnages puis en leur montrant la différence, la manière, qu'est-ce qui les a fait souffrir dans leur vie ou qu'est-ce qui les rend différents. J'aime que les personnages soient différents. Et c'est là que je vais creuser pour que quand le lecteur il lit ça, il peut trouver lui aussi peut-être un lien avec sa propre marginalité, sa propre différence, sa propre noirceur. C'est peut-être une place où il n'est pas à l'aise d'aller parce qu'on n'aime pas tellement ça, des fois, s'avouer qu'on a vécu des traumatismes ou des choses. Mais en lisant le roman, il est confronté à des gens ordinaires qui vivent leurs différences ou leurs troubles ou leur profondeur sombre, dark. Et je pense que le lecteur, il peut ressentir une certaine intimité avec les personnages dans sa propre noirceur. Une espèce de... Il lit ça, puis il est en sécurité de pouvoir dire « OK, moi, j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça, ou j'ai des pensées comme ça, ou j'ai des désirs comme ça que je trouve troublants, mais il y a des gens qui les vivent, puis je m'identifie un peu à eux, puis ça me fait du bien. » Fait que mes romans, je les perçois comme ça. C'est dans la noirceur, parce que tout le monde a une noirceur en eux, puis c'est une possibilité, en lisant le roman, de se réconcilier avec leur noirceur, ou de l'explorer, ou de... Le mot le plus important, c'est quoi? De l'accepter. Oui, il y a quelque chose de thérapeutique. Là, on le sent rapidement dans le livre. Là, c'est une célébration de la différence, un hommage à la différence, même si ça se fait avec un côté parfois violent ou lugubre. Il y a du monde qui meurt, là, mais ça prend toujours du monde qui meurt. Ça prend du monde qui meurt. Il faut tuer une couple de personnes, sinon ça valait même pas la peine de se lever pour écrire. Est-ce que... Bon, il n'y a personne ici qui est gêné d'aller dans le dark, mais vous gardez-vous une petite gêne? Y a-t-il des limites que vous vous imposez, des places où vous n'allez pas, des choses où vous faites « Ah non, moi, je peux pas toucher à ça des affaires qui vous font trop peur? » ou... Bien, ta question est très, très pertinente parce que quand tu écris quelque chose comme ça, il faut que tu penses à un équilibre. Un équilibre entre... C'est pas juste qu'est-ce que nous, on pense, qu'est-ce que nous, on ferait pas ou qu'on voudrait pas, mais un équilibre entre ton histoire, la structure de ton histoire, le thème de ton histoire, et puis tes personnages. Et puis là, ben, à un moment donné, il y a certaines choses qui ne fitteraient pas, qui seraient trop dark, qui seraient trop horribles. Je te donne un exemple. Dans Élisabethville, à un moment donné, il y a des gens qui font une sorte de célébration de sorcellerie. Et puis, le détective le voit par la fenêtre. Puis, il est très surpris de découvrir des sorcières ou des gens de la communauté qui se transforment en sorcières. Et dans un premier jet, j'avais imaginé que le détective regarde par la fenêtre puis il n'est pas sûr si c'est un vrai bébé au milieu ou pas. Et quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais c'est probablement... Je vais expliquer après que c'est pas un vrai bébé, mais juste le fait de penser que ça pouvait être un vrai bébé, non, ça fitait pas avec l'histoire, ça détruisait tout, c'était trop... Ça versait trop dans le sombre. Alors, il a fallu que je sois très, très claire que c'était un pantin et non un vrai bébé. Parce que juste soutenir la lecture, puis c'était pas moi, personnellement, mais vraiment, c'est tout le texte qui me dictait ça. Je sais pas si mes collègues ont des expériences similaires. Oui, les personnages nous parlent parce que des fois, on veut les faire aller quelque part. Hein, tu sais, dans notre plan, ils vont faire ça. Puis comme tu dis, on arrive des fois à un mur, puis le personnage, il nous parle. On s'entend, il ne nous parle pas, là, il nous parle ésotérique, là, mais le personnage s'impose puis dit « Mais non, tu sais, c'est pas ça que je dois faire. Je peux pas faire ça. Tu m'as créé, là, mais là, maintenant, je suis moi, là, puis c'est là que je vais. Puis là, il faut que tu le laisses aller. Puis des fois, ça te tord un peu, là, parce que tu voudrais donc qu'il fasse ce que tu as décidé, mais non, il faut que tu le laisses aller. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu l'écoutes. Je
pense qu'il y a peut-être des intouchables. Là, tu parlais du bébé, ça me fait penser à Stephen King avec son fameux Pet Sematary, le cimetière, qui est pour moi le meilleur roman de Stephen King. Mais bon, puis t'es un peu en maudit comme lecteur parce qu'il ose outrepasser une règle qui est comme la règle de « on ne tuera pas d'enfants ». Et dans ce livre-là, c'est le deuil d'une famille. Bon, il y a multiples deuils, dont un bébé. Je vous vends le punch. Mais Stephen King lui-même, quand il avait écrit le manuscrit, avait dit « non, je peux pas publier ça, c'est trop sombre, on n'ira pas là ». Puis sa blonde, sa femme, Tabitha, l'avait lu en disant « t'as pas le choix, il faut que tu publies ça, c'est ton chef-d'œuvre, en tout cas jusqu'à maintenant ». T'sais. Fait que même Stephen King était comme rebuté à l'idée de peut-être tuer un enfant dans le livre. Fait que je pense qu'il y a certains intouchables peut-être, mais il y a quelque chose dans l'enfance peut-être. Ça me ferait qu'on jase de tout ça à côté d'une gang d'enfants qui fait des dessins. Mais bonjour! Mais salut! Mais ouais, il y a comme certains intouchables, j'ai l'impression. Je pense que souvent, ces intouchables-là, ils sont plus symboliques que réels. Il y a une espèce d'autre règle non écrite, là. Tu peux pas tuer le chat. Puis pourtant, je veux dire, tu peux éviscérer le village au complet, là, mais tu peux pas tuer le bébé chat. Les gens vont t'en vouloir. J'ai fait un événement avec Indra Das, qui est un auteur d'Inde extraordinaire. Puis il racontait l'inspiration de son livre. Puis c'est juste d'avoir vu un petit bébé chat par terre dans la rue à Mumbai. Puis il raconte comment ça l'a inspiré pour créer comme une œuvre qui est assez ésotérique, merci. Puis quelqu'un lui a demandé ce qui était arrivé au petit chat, puis il a juste dit qu'il était mort. Mais je dis, c'est pas lui qui l'a tué, là. Il est même pas dans le livre, là. Mais le ton dans la salle a changé. On ne peut pas tuer le chat. Attends, j'écoute ça, puis finalement, le sujet tabou, c'est le mot enfant, parce que là, tu as parlé de chat, mais tu as précisé bébé chat. Fait que c'est les bébés, peut-être? Je pense que les bébés et les animaux, ça va dans la même... je me reprends, mais... mais quelque chose dans le cute. C'est drôle, je pense, là, je m'en vais ailleurs, la série À cœur battant sur ICI Télé, qui est dans le milieu des travailleurs sociaux et tout ça. Super dark. Il y a une femme qui se faisait torturer sexuellement par son chum. Il y a eu des enfants battus, je pense, et tout ça. Mais l'épisode où ça n'a pas passé, c'est un chien ou des chiens, je ne l'ai pas vu, mais qui s'est fait tabasser. Et ça, ils ont reçu des plaintes à Radio-Canada récemment, il y a 2 semaines. Fait que ça, il y a quelque chose dans l'enfant ou dans l'animal. Ça passe pas, tu sais. Oui, souvent, je me l'explique très mal. Étrange. Est-ce que... Mais, sur ce sujet-là, je pense qu'une chose, c'est que quand c'est trop vrai, tu sais, je pense qu'il y a quand même un contrat à un moment donné de fiction. Puis on s'identifie avec un personnage, avec quelques personnages. Donc, quand on s'identifie, en tant que lecteur, on donne un peu de nous-mêmes dans la lecture, dans l'histoire. Donc, il y a un peu de nous-mêmes qui vient vivre pour nous alors qu'on imagine l'histoire qu'on lit. Et donc, je pense que c'est là que ça blesse. Si jamais, dans ce contrat-là, l'auteur, à un moment donné, fait un coup bas et c'est soit trop vrai ou bien alors on parle d'un sujet qui est trop difficile puis qui ne marche pas avec l'histoire puis qui est en décalage avec l'histoire. Parce que peut-être qu'on pourrait parler de sévices à des chiens, mais pas de cette manière directe ou trop vraie. Parce que là, ça va chercher le lecteur. Lui, il s'est donné dans la lecture, il participe à l'expérience de lire. Et puis, comme tu disais, il a son propre côté sombre aussi qui l'ouvre. Puis il ose aller là, dans son cœur, puis de l'ouvrir. Puis là, ben c'est pas le moment de donner un coup un bout de la ceinture. Un bon coup de fouet. Oui, c'est ça, je crois. Fait penser un peu au 7 jours du Talion. Moi, j'ai des amis qui n'ont jamais réussi à finir le livre. Parce qu'on est tellement dans le réel, il n'y a aucun fantastique là-dedans. On est dans le réel sale et méchant et tout ça qui fait mal. Mais beaucoup de gens n'ont pas réussi à le finir, le livre de Pat Sénécal, parce qu'ils pensent qu'on est tellement dans la réalité. T'sais. Fait que c'est à prendre ou à laisser. C'est un kit ou double. Là. Est-ce que... toi, je m'en doute un peu, mais est-ce que vous lisez ces mêmes genres que vous écrivez? Oui. Êtes-vous des grands consommateurs de noirceur en papier ou à l'écran? Ben oui, Stephen King pour commencer, Edgar Allan Poe, Lovecraft aussi, dans les classiques. Mais oui, en général, j'aime bien lire les livres un peu... j'aime bien les policiers aussi.
Moi, je suis content d'ailleurs d'être avec 2 femmes. Parce que je dis toujours, on dirait que c'était un genre, en tout cas qui était longtemps un genre de boys club. C'était très masculin, puis j'ai jamais compris pourquoi. Comme le métal. Tu sais, quelque chose de. Non, mais je sais pas, puis je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui le font bien maintenant, puis ça fait du bien, c'est d'autres voix aussi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Shirley Jackson, tu sais, dans les années. C'est une autrice canadienne, non, américaine, mais qui, à une époque, faisait des trucs sur. Qui a beaucoup fait, en fait, pour la femme au foyer. C'était des romans un peu fantastiques, mais c'est toujours une femme au foyer qui s'emmerde dans les années 50 et qui, tout d'un coup, allait à l'épicerie puis se passait quelque chose d'un petit peu weird, tu sais. Fait qu'elle... Mais je trouve ça le fun qu'il y ait des voix féminines. Je ne sais pas pourquoi c'était longtemps masculin, cette affaire-là. Une des auteurs qui m'a inspirée, c'est Patricia Highsmith, qui était... surtout ses nouvelles, là, c'était d'une beauté, d'une cruauté. C'est pas nécessairement de l'horreur, là, mais t'es dans la psychologie noire, là, puis c'est tricoté, là, puis là, t'arrives, puis là, c'est malaisant, là. Tu lis ça, puis c'est malaisant. Moi, j'adorais ça, là. J'adorais. Un événement littéraire n'en serait pas un si on faisait pas un minimum de psychopop. Vous écrivez des affaires qui cherchent à générer des émotions comme la peur, l'épouvante, l'angoisse, la douleur, le dégoût par moment. Pourquoi, comme lecteur, on dépense le peu de temps qu'on a et beaucoup d'argent à vouloir vivre des émotions que dans la vraie vie, là, on est à peu près prêt à tout pour éviter, peu importe ce que ça nous coûtera, parce ce sont des émotions qu'on évite, sauf dans ces circonstances particulières. L'exorcisme. Non, mais c'est le fait de le vivre, moi, je pense, pour l'exorciser aussi, pour aller au fond de ces peurs-là, puis de se permettre d'y toucher, de voir, de le vivre, mais à travers, comme il y a un livre entre nous et l'émotion. Donc, le livre, c'est ça fait aussi comme une sorte d'armure, parce qu'on peut en sortir du livre, on peut refermer le livre. C'est ça qui est bien avec un livre, c'est qu'on peut le refermer, des fois, à ne pas oublier. Je sais pas. Ben, moi, tu parlais de Stephen King dans Danse macabre. C'est un recueil de nouvelles, mais moi, j'étais marqué jeune par le dernier chapitre où c'était un genre, je sais pas si c'était une conférence qu'il a donnée, mais c'était sa vision de l'horreur. Puis lui expliquait ça par l'accident de char, tu sais, le fameux. Quand, tu sais, on ralentit tous là, quand il y a un accident d'auto, c'est malgré nous. Tu veux voir, tu veux pas voir, mais ce qu'il dit, c'est quand tu passes, là, ce que tu dis peut-être inconsciemment, c'est « Ah, c'est pas moi. C'est pas moi cette fois-ci. Encore une fois, c'est pas moi. » Fait que c'est comme si ça t'éloigne un petit peu de la mort, même si tu la côtoies. Fait que il y a comme quelque chose c'est rassurant, c'est plate, là, mais c'est un peu sale comme émotion, mais c'est pas moi qui meurs cette fois-ci. Lui, il explique comme ça. Je trouve ça intéressant aussi, là. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tantôt, on parlait de tabou. Puis là, on a défini un peu que tabou, c'était les bébés puis les animaux. Puis là, on parle de quelque chose de pourquoi ça nous attire d'aller dans la noirceur. Moi, je pense que le mot important ici, ça serait la mort. Pour occulter la mort, parce que la mort, on connaît tous des gens qui meurent autour de nous, puis on aimerait ça comprendre c'est quoi. Personne peut, parce que personne n'a la réponse à qu'est-ce qui se passe après. Personne n'est revenu. Fait que aller dans des histoires sombres, ça nous rapproche souvent de la mort, parce qu'il y a tout le temps des morts. Puis peut-être que ce que tu viens de dire, tu sais, c'est comme dire « Ouf, OK, moi, je l'ai échappé belle », mais ça nous aide peut-être à comprendre un tout petit peu plus qu'est-ce que c'est la mort des autres, ou se rapprocher nous-mêmes de la mort, ou tu sais, fait que peut-être que l'aspect de la mort est peut-être la thématique intéressante dans les œuvres dark, là. Puis pour embarquer sur ce que tu dis à propos de la mort, c'est tellement vrai parce que souvent on pense à mourir, on pense pas nous soi-même à mourir, on pense à la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, etc. Et puis, quand on lit une histoire avec des morts, la mort est là, c'est factuel, ça fait partie de l'histoire. Et puis, c'est une autre façon de la voir, et on voit que souvent, ça affecte tous les autres qui sont vivants, tous ceux qui sont autour de ça. C'est comme une sorte d'analyse de tous ceux qui sont autour de cette mort-là. Et donc, comment eux, ils réagissent à la mort. Et en tant que lecteur, j'imagine, moi, en tout cas, quand je lis un livre comme ça, j'aime bien voir comment les autres réagissent à la mort. Il y a des personnages qui réagissent très mal, d'autres qui sont très affectés, d'autres pas du tout.
Donc, c'est de voir les différentes réactions qui sont un peu comme une myriade de réactions que moi, je pourrais avoir. Un jour, je pourrais être en pleurs. Un autre jour, je pourrais rien ressentir. Un autre jour, je pourrais être super en colère. Donc, à chaque jour, je suis un personnage différent. Mais dans un livre, on voit différents personnages avec les dynamiques entre eux. Puis, ça, je sais pas, c'est un peu comme c'est ce que tu disais. Puis souvent, dans les livres plus sombres, les morts sont soit violentes ou mystérieuses. Ou, tu sais, il y a comme un aspect... C'est bien rare là, que dans un roman, le monde, il meurt, je sais pas, tu sais, juste... excusez de dire ça bêtement, mais juste du cancer. Ou, tu sais, c'est comme... Non, ils vont avoir un accident, ils vont disparaître dans un autre monde, ou, tu sais, où ils vont disparaître. On sait pas ce qui est arrivé, comme tu disais tantôt dans ton histoire, ou, tu sais... Fait que, je pense que c'est ça, c'est que la mort dans ces romans-là est pas anodine, est spéciale, puis ça nous intrigue, moi, je pense. Je pense que c'est la même chose. Tu sais, c'est ce qui nous pousse à aller... En ce moment, c'est la folie pour les true crime. On aime aller voir, tu sais, notre voisin. On veut donc savoir... Tu sais, est-ce qu'il dépèse des... Il y a quelque chose... C'est le fun. C'est juste le fun aussi. Je pense que c'est normal comme... Puis c'est drôle, ça me fait penser... Tu parlais... Bon, il y a quelques années, c'est ça, j'ai réalisé deux saisons d'une série qui s'appelait Terra 404. Qui sont toujours sur tout.tv. Mais bref, puis à la fin de chaque épisode, il y a pas mal quelqu'un qui meurt, tu sais. Puis à chaque fois, on avait des grandes discussions sur la personne qui allait mourir. Mais comment je fais ça? Et c'est Juliane Côté, l'actrice, qui a le mieux résumé ça. Elle dit, mais OK, mais je crie, mais on crie comment quand on sait qu'on meurt? Elle dit, je ne l'ai jamais fait. Je dis, bien, je sais pas, Elle dit, ouais, mais attends, quand tu sais que tu vas mourir, comment tu cries? Elle dit, je sais même, comment tu te sens? Cries-tu, en fait? Je suis pas sûr. Si t'es 100% c'est convaincu, là. Puis on en était venu à se dire, bien, je pense que c'est une grande tristesse aussi. Fait que là, c'était ça, son chemin comme actrice. Mais c'était super intéressant. On se dit, bien, je sais pas. Elle dit, bien, je peux pas demander à quelqu'un, une personne que je connais qui est revenue pour me le dire. Mais tu cries comment quand tu vas mourir? Mais je pense que c'est juste le fun. C'est comme une ride de manège aussi. Là. Au-delà, je pense, de tout ce qu'on peut dire de psychanalytique, je pense que c'est juste une ride de manège. C'est le fun aussi de lire ça. Il y a au Johns Hopkins University une chercheure du nom de Wang, j'ai oublié son prénom, qui est à peu près d'accord avec vous. Elle explique d'abord que les émotions négatives ou positives vont générer à peu près le même genre de trip de drogue dans notre cerveau et qui, dans un contexte sécuritaire, qu'on va percevoir comme agréable, même si ce qu'on ressent, c'est de la terreur. Bon, il y a un certain paradoxe parce que les affaires qu'on trouve les mieux réussies, c'est celles où on le croit le plus, puis on a le plus peur pour vrai, et où on se sent le moins pour vrai en sécurité. Mais le plus vivant. Je pense que c'est un genre qui te fait sentir vivant parce que tu ressens tout ça. C'est une lecture immersive, en fait. Si tu lis juste un drame, bien, tu lis le drame, puis bon, tu vas peut-être pleurer, tout ça, mais là, tu vis toutes sortes d'affaires. Oui, puis c'est ça, il y a 3 éléments qu'elle trouvait importants pour expliquer le phénomène. D'abord, il y a ce sentiment de sécurité. Il y a une certaine distance aussi que le médium maintient, là, je pense qu'avoir une pièce immersive d'horreur, ça serait peut-être un peu plus traumatisant avec du monde qui sont proches de toi et qui peuvent... Je crois qu'il y a de quoi à faire, là. Suggestion ici. Et là, le bout weird, c'est le bout sur la sécurité. Elle a fait des statistiques et la consommation de littérature et de cinéma noir, en particulier d'horreur, serait en partie proportionnel au GDP, au produit national brut. Oui, au produit national brut de l'endroit où tu écoutes l'horreur en question, parce que le sentiment de contrôle sur ta vie aurait un lien avec à quel point l'endroit où tu es né et où tu grandis est privilégié. Moi, j'étais pas sûr que de... Il y a des gens payés pour faire ces études-là. Là. Oui, mais je n'étais pas sûr de croire le Dr Wang en partant. Mais je ne sais pas, vous en pensez quoi? Pensez-vous que le fait d'être à l'aise, de ne pas se sentir en danger quotidiennement est un facteur qui contribue à ce qu'on apprécie ce genre de... C'est peut-être un luxe. J'ajouterais aussi une étude récente, j'en ai parlé à mon émission cette semaine. Tu as tapé un film d'horreur d'1h30, c'est 135 calories de perdu. Fait que ça fait maigrir aussi, parce que tu travailles fort. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais oui, c'est peut-être un luxe d'avoir peur, effectivement. Tu sais, si j'étais en ce moment au Proche-Orient,
pense pas que c'est la première affaire que je regarderais un film d'horreur ou lire un roman d'épouvante. Tu sais, effectivement, peut-être qu'il faut que tu aies un certain degré de confort. Tu as raison. En même temps, Ou dans la pyramide de Maslow. c'est ça. Puis en même temps, là, si je regarde du côté du cinéma, depuis quelques années, grâce à les plateformes, on a accès à un cinéma national d'épouvante de plein de pays qu'on connaissait pas. Tu sais, j'en ai vu un l'autre fois de l'Indonésie, j'en ai vu. Puis tu sais, on a quand même des codes communs. Fait que tu dis, bon, on n'a pas peut-être le même produit national brut. Tout ça, j'ai vu un film nord-africain l'autre fois, extraordinaire. Puis on est quand même dans les mêmes codes. Fait que je sais pas à quel point ça fait mentir ou pas, cette affaire-là, mais je pense que c'est peut-être un luxe, effectivement, de se dire, hey, je prends une raid de montagne russe aujourd'hui, je vais lire un truc sur les gens qui meurent. Alors que si autour de toi, toute ta famille a été décimée par des terroristes ou quelque chose, c'est peut-être un peu différent, tu sais. Oui, bien, même ici, il y a des gens qui vivent tu sais, on parle, par exemple, d'éco-angoisse, là, etc., mais il y a des gens pour qui cette fin du monde-là, elle existe depuis toujours, là, des communautés qui n'ont pas d'eau depuis, tu sais, comme tout le temps. Mais encore là, je serais curieux de savoir si on écoute de l'horreur ou si on en lit ou si on... Tu sais, je veux dire, ça a-tu... Dr. Wang... Si on pense au roman policier qui a vraiment commencé à sa popularité au 19e siècle, puis après la Révolution industrielle. Pendant la Révolution industrielle, beaucoup de gens qui venaient des campagnes sont venus dans les villes pour travailler dans les usines. Et puis, ils vivaient dans des conditions insalubres, de promiscuité, très difficiles, alors qu'avant, ils étaient à la campagne, et même pauvres, ils avaient quand même un espace à eux. Ils avaient aussi une sensation de la linéarité de la vie, c'est-à-dire qu'ils étaient avec leurs grands-parents, ils étaient avec leurs enfants. Donc, ils voyaient un petit peu la vie qui passait. Et ils en avaient une sensation, ils avaient une sensation de communauté. Et là, tout d'un coup, d'être dans les villes, empilés les uns sur les autres, dans des conditions insalubres, de travailler 12 heures pour des machines avec des inconnus. Tout d'un coup, ça défaisait tous les codes qu'ils avaient. Et donc, à ce moment-là, le roman policier a commencé à gagner un certain intérêt parce que, comme je disais au début, ça permettait d'avoir une sorte de morale, de savoir que dans tout ce chaos et ce désordre, de cette vie mise en désordre par le fait de venir dans les villes, il y avait quand même une certaine morale qui était gardée parce que les policiers retrouvaient le méchant. À la fin, on trouvait le méchant. Et je pense que, par extension, le fait de l'horreur, bien sûr que dans l'horreur, on ne trouve pas toujours les méchants. Il y a des fois des questions à la fin des livres et tout ça. Mais quand même, il y a une idée de dire « Ah, tiens, il y a quelqu'un de bien méchant qui a fait quelque chose, puis peut-être qu'il va y avoir une punition qui l'attend. » Mais il y a comme cette idée d'ordre des choses, qu'à un moment donné, ça devrait être replacé, qu'il devrait y avoir un ordre rétabli derrière cette fascination, je pense, pour l'horreur. Je ne sais pas si c'est... Besoin du triomphe du bien pour survivre à notre propre misère ou quelque chose comme ça, ouais. Puis c'est très difficile pour nous de nous regarder à l'époque où on est, puis de se dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On vit un chamboulement technologique, par exemple, et tout ça, donc une transformation de société. C'est très difficile de voir, bon, quelles sont nos peurs collectives profondes qui comme un magma en nous, là, qui cherche l'horreur. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné, par exemple, par les zombies parce qu'on est un peu des zombies avec nos téléphones? Est-ce qu'il y a une fascination pour les vampires parce qu'on se sent vampirisé dans une société par cette technologie qui nous vampirise? Quand il y a eu la révolution industrielle, par exemple, tout d'un coup, les gens voyaient des machines. Donc, ils voyaient des choses inanimées qui s'animaient. Bien, ils savaient bien que c'était des machines animées par la vapeur. Ils savaient bien qu'il n'y avait pas d'âme. Mais tout d'un coup, les gens se posaient la question, est-ce que ça a une âme? Est-ce que ça pourrait avoir une âme? On dirait que ça a une âme, ça bouge. Parce qu'avant, c'était facile de dire, ce qui bouge, c'est vivant, puis ce qui bouge pas, c'est pas vivant. Mais là, c'est comme pas vivant, puis ça bouge. C'est comme ça. Puis là, mais c'est ça, exactement. Après ça, on a eu Frankenstein, puis on a eu toutes sortes de récits un peu fantastiques comme ça. Mais aujourd'hui, la révolution technologique avec tout le passage à l'Internet et tout ça, ça va marquer notre imaginaire collectif et puis notre parapsychologie profonde. Étrangement, on est quand même moins créatif en termes de bébites
on fait de la créature épeurante, mais aussi réconfortante. C'est pas mal toujours les mêmes affaires, là, des vampires, des zombies. Il n'y a pas tant de nouvelles patentes épeurantes que Ouais, on n'a pas de nouveaux monstres. On fait la même chose en fantastique. Là, je veux dire, c'est des orques et des elfes. Là, puis il faut que ça soit des orques et des elfes. Là, c'est important. C'est une bonne question, mais je pense que, mettons, le zombie, à travers le temps, il devient toujours quelque chose de différent. Le zombie, c'est comme un canevas, un peu, là, pour prendre l'exemple du zombie. Là. Tu sais, à l'époque, c'était bon, les mythes du vaudou et tout ça. Dans les années 70, c'est devenu nous. Tu sais, le Dawn of the Dead et tout ça, c'est devenu le consommateur qui se rue au centre d'achat comme un zombie. Après ça, c'est devenu le zombie un petit peu plus athlétique qui court. Mais là, c'est notre société qui allait très vite aussi. T'sais. Fait que je pense que de tout temps, on adapte nos monstres à ce qu'on vit dans le moment. T'sais, Frankenstein est une belle figure pour ça, justement. Là, je pense que oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a les mêmes archétypes, mais on leur fait dire ce qu'on veut à chaque fois. T'sais. Avez-vous un genre de dream project, là, quelque chose de dark dont vous avez toujours rêvé, que vous aimeriez faire, si vous, le budget ou le temps ou whatever n'était pas un obstacle? Là, ça serait... Un livre, là. Tu parles d'un livre. N'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Oui, un livre. Pourquoi on me regarde? Faire quelque chose avec mon journal intime. Ben, parce que faut que j'explique. Mon père, il a commencé à écrire mon journal quand j'ai été conçue. Là, il a écrit mon journal jusqu'à temps que j'ai 12 ans. Puis à 12 ans, il m'a donné un petit journal, puis il a dit « Ah, ben Natacha, j'ai écrit ta vie depuis que tu existes. » Oui. Puis il dit « Maintenant, si tu veux le faire, toi, ben c'est ton choix. » Ben là, j'ai pris ça au sérieux. Hein? Fait qu'à partir de ce jour-là, ben j'ai écrit mon journal. Donc, j'ai des milliers de pages. Je continue encore. C'est une drogue. Là, je peux pas m'arrêter. Comme le tueur dans Seven. Il faisait tout ça? Ah oui, il y a des cahiers. Ah, si bon. on avait, je sais pas combien de policiers Un pour nous aider à tueur? tout lire, on se rendrait pas au bout. Ben, fait que c'est ça. Fait que je sais pas, ça fait des années que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Comment traiter ça? Quoi garder? Quoi enlever? Je sais pas, je veux pas non plus... Je veux pas juste parler de moi, c'est pas ça. Je veux plutôt parler de l'expérience de vie d'une humaine qui a toutes ces données depuis... Tu sais, c'est comme un... C'est comme si je me vois comme un personnage qui représente des époques, des générations, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, comment une personne vivait tout ça, mais à travers son journal intime. Mais je ne sais pas quoi faire avec ça, mais ça serait mon projet ultime. Ou C'est mettre le du genre beau, de ça- projet qui vire méta, là, ça, où tu vas finir par écrire sur quelqu'un qui pense à quoi écrire à partir de son journal. Là. Mais ce que tu dis, ça me fait vraiment penser au fait qu'aujourd'hui, on vit beaucoup dans le morcellement de soi. On a plein d'images de soi, surtout sur Instagram. Donc, on a beaucoup de morceaux de soi qui flottent autour de soi. Et c'est très difficile, des fois, de trouver un lien entre ces morceaux-là, de trouver une dynamique. On est un peu assoiffé de ça. Et là, tu as accès à une histoire de toi. Parce que, tu sais, ce sont des petits textes qui ont été écrits peu à peu, puis qui ont suivi ta vie alors qu'elle commençait. Et donc, il y a le regard d'autres personnes qui ont commencé un récit. Tu sais? Puis, c'est intéressant. C'est ça qui est, je pense, je sais pas, qui est intéressant, l'idée d'un lien entre les fragments de soi. On est une gang, on pourrait brainstormer là. Dans 15 minutes, on a de quoi, là? Il faudrait que je branche les données là, de tout ça à mon cerveau, puis Oui, qu'il c'est ça. interprète ça, puis qu'il fasse quelque chose. Rapidement. L'intelligence artificielle, peut-être, va m'aider. Ben oui, mais mets ton journal, puis fais un livre à partir de ça. Tu sais. Moi, j'ai un petit rêve d'un livre que je voudrais écrire à un moment donné. C'est vraiment jouer avec l'idée de la conscience puis de la perception et du fait de dire... imagine une histoire, puis là, au milieu de l'histoire, tu te rends compte que tout est faux parce que la perception de la personne était pas la bonne. Mais en tout cas, il me vient souvent des scénarios comme ça, d'idées. Qu'est-ce que c'est la réalité, puis la perception de la réalité? C'est drôle, j'ai toujours rêvé de dire... J'aimerais qu'on me raconte l'histoire de Psychose, qui est un roman à la base, mais du point de vue de Norman Bates, qui est le tueur. Tu sais, fait que là, attends une minute, lui, là, il est-tu mêlé ou il sait, lui, qui fait tout ça? En tout cas, bref. Mais ça me fait penser à ça, tu sais. Un beau cas, ça. Oui, vraiment. Oui, c'est bon. Moi, j'aurais toujours voulu écrire un livre qui te parle, tu sais, genre, puis que tu as l'impression que le livre te répond, tu sais. Mais avec
ça prend de la technologie, là, mais tu sais, genre, pour qu'ils sachent de quoi tu as l'air, là, tu sais, comme où tu es assis, genre, tu sais, regarde dans la fenêtre derrière toi, là, ce genre de choses-là. Là. Genre un livre intelligent, puis plus tu le lis, plus le livre te connaît. Ouais. Ça va arriver. Oui, Plus non, mais tu ça va le arriver. lis, C'est pas plus si- il s'adapte à toi, puis il te raconte quelque chose que tu veux. Tu parlais de brainstorming. On a, Oui. au moins, on a du monde. Et j'aimerais qu'on ouvre la discussion aux questions du public. Par question, j'entends une phrase qui se termine avec un point d'interrogation et qui, idéalement, n'a qu'un seul volet. Il y a un micro qui vous sera amené. On a quelqu'un en avant. Quand vous écrivez un livre, est-ce que vous savez que ça va être le seul, parce que je sais que vous avez des trilogies, ou que vous savez qu'il va se continuer? Qu'il va en avoir plus d'un. Ouais, sais-tu à l'avance que ça va être un seul ou qu'il va y en avoir plus d'un? Ben vous, sûrement que non, parce que vous avez comme une carrière. Moi, c'est mon premier, là. Je suis comme un imposteur ici. Mais moi, c'était un projet parascolaire. J'ai fait ça à temps perdu pour vrai. Puis ça a été assez vite, là. Mais Veux-tu en faire d'autres? oui, c'est ça. Là, j'en ai deux autres. Un jeunesse puis un policier, mais qui se passe sur un plateau d'émissions pour enfants en 1977. Ça s'appelle les... comment il s'appelle donc? En tout cas, c'est sur le plateau de Passe-Partout. Fait que c'est Claire, Jacques et Marie, puis il y a un meurtre sur le plateau. Ils haïssent le département des marionnettes. Fait qu'en tout cas, fait que je veux l'ancrer dans le Montréal de 1977, mais il se passe un meurtre. Oui, c'est mon prochain. Mais oui, bref, moi, j'ai eu la piqûre. Mais vous le savez plus. Vous autres, il faut que ça s'inscrive en plus dans une trilogie. Oui, bien, moi, le projet des cités intérieures, en fait, comment c'est arrivé, c'est que j'écrivais des nouvelles de fantastique. Puis, bon, à cette époque-là, au Québec, ils s'en publiaient pas tant que ça, mais il y avait quand même certains magazines qui les publiaient, comme Solaris. Dans le temps, il y avait l'autre, que j'oublie le nom. Imagine, le magazine Imagine. Et puis, j'avais le goût d'écrire des romans, mais je ne savais pas quoi faire avec ou les envoyer parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de maison d'édition qui allait publier le genre d'histoire que j'écrivais. Puis un jour, il y a Jean Petitgros des Éditions à lire qui partait sa maison d'édition, puis il est venu me voir, puis il dit « Ah, toi, Natacha, as-tu des projets de... » il connaissait mes nouvelles, puis « As-tu des projets de romans? » Je fais « Ben oui, tu sais. » Fait qu'il dit « Ah, il dit, essaye-toi donc, je te donne ta chance, puis je vais t'aider, tu sais, si tu as besoin de soutien, parce que je n'avais jamais écrit. Fait que tu sais pas comment écrire un roman en tant que tu n'as jamais écrit. Fait que j'ai fait OK. Puis là, il dit propose-moi quelque chose, reviens-moi là. Fait que je suis partie là, j'ai écrit une trilogie. Je suis revenue, puis là j'ai dit regarde, je vais écrire une trilogie. Je sais pas pourquoi. En fait, oui, je sais pas pourquoi je voulais écrire une trilogie. Puis là il a fait bon ça va parler de quoi? Bon, à peu près ça. Puis là il m'a regardé, OK, en tout cas, on va en faire un puis on va essayer. Puis j'ai eu de la chance. Ça m'a pris du temps là, ça m'a pris un bon 4-5 ans à travailler le premier. Puis quand il est sorti, il y a eu une très bonne réception, justement, peut-être parce que les gens n'étaient pas habitués à lire un peu ce genre de trucs-là fantastiques. Puis après ça, j'ai publié le deuxième, troisième, puis il y a comme des lecteurs qui ont commencé à me suivre. Puis c'est ça. Donc, j'ai parti sur une trilogie, puis ça a fonctionné. Il y a souvent un conflit entre ce que l'auteur envisageait au début puis ce que l'éditeur est prêt à sortir aussi. Là. Si le premier ne pogne pas, tu viens de faire une duologie probablement au lieu d'une trilogie. Puis même si ça pogne, moi, tu vois, ma première série, je l'envisageais comme une série ouverte, là, un peu comme James Bond. Là, tu sais, t'en fais tant que t'en veux. Martine. Mais... Diminishing Returns, là, tu peux pas vendre autant du deuxième que tu as vendu du premier, tu vends moins du troisième que du deuxième, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, plus le chiffre devient gros, plus ton plafond est vraiment bas. Là. Pour une maison d'édition, ça devient moins intéressant. Là. C'est pour ça qu'entre autres, il y a tant de trilogies, là, parce qu'à 4, ça commence à... Moi, c'est un peu différent. J'ai écrit le premier, Élisabethville. Puis là, quand je l'ai fini, j'étais toute contente. J'étais toute fière de moi. Et là, je l'ai vu publier. J'étais « Yeah! Ah! OK. » Alors, puis là, je vais me coucher. Puis bon, je tire les draps. Puis là, au milieu de la nuit, j'entends un bruit.
un bruit de pas. Poum, poum, poum. J'ai comme, ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui me tasse l'épaule, je regarde. C'est mon roman Élisabethville qui me regarde. T'as pas fini. Alors, le matin, je me suis levée avec un bon café bien serré. C'est vrai, tout ça? Faut pas briser le pacte de la fiction. Moi, je comprends. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien de temps il reste? Il reste 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes, on a le temps. Soyez pas gênés. Il avait mal aux mains pour vrai, là. Oui, c'est ça. Ah, non. Non, elle buvait de l'eau. J'adore. Mais sinon, tu as peut-être d'autres questions, Sylvain. Hein? Ben oui, en fait, on n'a pas tant de temps que ça. Qu'est-ce qui s'en vient? D'abord, dans l'immédiat, là, à quoi ressemble le reste de votre salon? Et qu'est-ce qui s'en vient après en termes de projet? On se retourne encore vers toi. OK. Moi, je vais être aujourd'hui et demain au salon, faire des signatures et le matin et après-midi. Et puis, en tant que projet, je suis en train de travailler sur mon troisième. C'est une trilogie, mais on n'est pas obligé d'avoir lu l'un pour lire l'autre. Puis, dans le troisième, ça va être centré sur la rivière des Outaouais. Et ça va s'appeler CRUES, C-R-U-E-S. Et ça va être un jeu, l'aspect social, ça va être l'écologie et les MeToo. Donc, le cru, c'est les crues comme l'eau qui déborde, puis c'est aussi cru comme les femmes qui sont crues ou pas crues. Alors, donc... Je pensais que c'était des cannibales. Oui, ça pourrait, il pourrait y avoir ça aussi. Les Outaouais. Viande crue. Les cannibales des Outaouais. Non, bien justement, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir une femme un peu... une écologiste, mais un peu zélée, et tellement zélée qu'elle est un petit peu coucou. Et donc, elle tue du monde, puis elle les découpe en petits morceaux, puis elle les jette dans la rivière. Et là, tout va bien pour elle jusqu'à ce que, à cause des problèmes écologiques, la rivière commence à déborder. Quand la rivière déborde, ben, il y a des petits bouts de personnes aussi qui débordent. Quel bon flash! Oui, c'est ça. Qui n'a jamais eu à dealer avec des petits bouts de personnes comme... C'est ça. Puis, je continue? Ben, d'ailleurs, je confirme, là, c'est vrai aussi pour Ocre Rouge, on n'a pas besoin d'avoir lu Élisabethville pour l'apprécier. J'en suis la preuve vivante. Et toi, on te trouve chez Main Libre, hein, oui, qui est quelque part Libre. là dans le premier corridor sur ce sens-là. Là. Et toi? Ah oui, ben dans les 5 prochaines minutes, je suis au stand de Québec-Amérique pour signer des livres. Mais sinon, ben nous, on travaille sur... on essaie d'adapter ça au cinéma en ce moment. Là. On est en développement même déjà, mon roman. Mais c'est trop touffu, fait qu'on ferait partie 1, partie 2. Fait qu'on s'est dit, on va être coquille, on va présenter... Il faut déposer, évidemment, pour les sous et tout ça. Mais on déposerait une franchise. T'sais, jamais, d'habitude, tu déposes un film. Là, on déposerait le 1 et le 2. Fait que c'est le bien et le mal. Fait qu'on est en train de... C'est vraiment une réécriture complète. Là. C'est très, très douloureux, je trouve, parce qu'il faut que tu kill your darlings. Là. Fait que, il y a des affaires que j'aimais puis qu'il faut enlever parce que... Puis c'est drôle parce que moi, je viens de la télé. Fait que c'est toujours l'économie de moyens. Tout est pensé pour pas que ça coûte cher. Là, pour une fois, j'avais le budget illimité. Fait que là, j'ai écrit des monstres et tout ça. Puis là, en meeting avec mon équipe, ils me disent « Mais pourquoi t'as écrit ça? C'est ben trop cher. » Je fais « Ben là... On se décide, les amis. Là. C'était ça, le but. Mais bref, fait qu'on travaille là-dessus. Puis sinon, ben, mon émission dès lundi, de retour à 16h sur ICI Télé. Mais ouais, puis plein de projets télé, sinon, là, on est là-dessus. Puis j'écris de la fiction aussi en ce moment, là, pour l'année prochaine. On scénarise, qui est un autre type d'écriture que j'apprends. C'est tough, ça. Ça, je trouve ça plus dur que le roman, là. Ouais, j'ai commencé ça, moi aussi, là, mais j'avoue que moi, c'est le contraire. Là, je trouve ça super thérapeutique. Mais j'ai de la misère avec les descriptions. Je suis pas bon là-dedans. Là. J'aime les dialogues, tu sais. Oui. Puis, tu écris un scénario, tu fais comme... Bah, il fait clair, il y a 2 divans. Et voilà. Oui, ça, c'est plus simple. C'est vraiment plus... Ouais. Mais là, moi, c'est du drame. J'ai de la misère à... On dirait que c'est pas mon genre de prédilection, mais on est dans un drame familial et tout ça.
Fait que c'est une autre affaire. Mais, en Mais c'est fait, très bon. visuel, ton livre, mais effectivement, si c'est moi qui étais producteur, je capoterais bien raide parce que oui, ça coûte cher, ça, là. Oui. Oui, c'est ça. Mais je travaille avec Louis Morissette, entre autres. Il m'a juste écrit ça va coûter cher en tabarnak. Ça, c'est Louis, je le paraphrase. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on travaille à enlever des bébites. C'est ça qu'on fait en ce moment. La souffleuse va rester, je suis sûr. La souffleuse est là, oui, c'est sûr, ça reste. Et toi? Ben, moi, comme toi, je vais être en séance de signature dans les 5 prochaines minutes qui suivent après au stand des éditions à lire. Et puis, ben là, je travaille sur quelques projets de nouvelles. Moi, je continue d'écrire des nouvelles. C'est un médium que j'aime beaucoup parce que c'est moins long qu'un roman. Puis, ça as le temps de boucler une idée, tu sais, puis est publié plus rapidement. C'est agréable de travailler sur des choses courtes. Je vais sûrement me remettre à travailler sur un roman. Je ne sais pas encore exactement lequel. Là. J'ai comme 2-3 idées. Je me donne un petit peu de temps pour choisir lequel. Et ben, il y a quelqu'un qui a montré un intérêt pour peut-être mettre en film une de mes nouvelles. Fait que là, ça, c'est un peu dans l'air. Là, on va voir s'il y a du développement là-dedans. On ne sait jamais trop d'avance, mais c'est ça. Il se passe tout le temps plein de petites choses, puis on a des projets, puis on avance, puis c'est le fun. Cool. Québec-Amérique, là, c'est quelque part là-bas. Main libre, c'est sur ce sens-là. À lire, ils sont par là-bas. Hey, t'es bon, tu sais ça par cœur? Ben, je suis arrivé à l'avance. Moi, j'ai rien à toujours pas faire. trouvé la toilette. Ça fait 3 ans que j'en ai. Ah, ça, il n'y en a pas, je pense. De mon côté, je serai, genre, dans 2 minutes, au kiosque de l'Association des éditeurs de langue anglaise, le 2206, là, genre juste là, avec des livres en anglais, et à 18h30 avec des livres en français chez Monnaie Achète Canada, qui est là, je pense. Ouais. Maintenant, chaque personne, où est-ce que vous allez être dans les prochaines minutes? Ben sinon, c'est déjà, je pense, plus ou moins la fin. Là. On aurait comme 1 minute. Alors, je vous remercie tous et toutes de vous Merci. être joints à nous. Merci à mes invités, Natacha Beaulieu, Marie-Françoise Taggart et Sébastien Diaz. Ce fut un plaisir. Et je vous souhaite à tous un excellent salon. Et une bonne lecture.